Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Parce que vous avez... c'est de l'ordre de l'autorisation, en fait. Vous avez le droit de parole ou pas. Et ce qui énerve les mainstream médias, comme on les appelle, les médias officiels, ceux qui sont subventionnés, ceux qui sont soutenus par des milliardaires, il y a le droit de parole. C'est-à-dire qu'on va inviter un Manuel Valls, même s'il est plus Premier ministre, parce qu'il a le droit tous les matins d'aller sur France Inter s'il veut. Par contre, si vous êtes Alexis Poulain, là, vous n'avez pas le droit de parole. Vous êtes un dangereux conspirationniste, vous êtes un séditieux, vous êtes quelqu'un qui n'est pas là pour la concorde. D'ailleurs, c'était Céline Pigalle, la patronne de l'info chez BFM, qui expliquait on relaie pas trop tous les ça dépend parce qu'il faudrait pas que quand même il y ait un pacte, enfin que la concorde sociale ne soit entrée. Donc c'est le parti de l'ordre en fait qui gère les médias. Une certaine bourgeoisie médiatique qui en vit très bien, les éditorialistes qui sont là, je vais pas donner les noms, on les connaît tous, écharpe ou non autour du cou, et qui donnent le là en fait de ce qu'est la pensée, la bien-pensance en fait, et où est le droit à dire. Et donc cette labellisation de facto en fait de qui a droit à la parole, elle est mise à mal par les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, on a de l'audience. Et il y a un Elon Musk qui arrive et qui rajoute une couche en rachetant Twitter et en disant tiens, je vais en faire le média du peuple. Je vais faire que tout le monde puisse faire de l'info, se débrouiller. Et, débrouillez-vous. Et les meilleurs, on les verra avec l'audience. Et là, ça change la donne. Et Elon Musk est assez malin parce que c'est le premier milliardaire qui, au lieu d'acheter un média, achète une plateforme. En disant, puisque moi, j'ai pas pu la monter à l'époque, je vais pas m'embêter avec le Wall Street Journal, je vais pas m'embêter avec CNN. J'achète Twitter et on va rigoler. Et j'en fais un média avec les Twitter Files. Ensuite, il ouvre la boîte de Pandore et on comprend que les plateformes ont collaboré avec les agences d'État américaines pour censurer, là encore, la parole. Et donc, il y a cette volonté de censure qui est présente à chaque étape. Et quand la censure algorithmique ou volontaire ou politique ne fonctionne pas, eh bien vous avez l'ostracisme, le fait de mettre au banc, finalement, du pacte médiatique des gens qui n'ont plus le droit à la parole. Et ça, c'est quelques tribunaux de la pensée qui s'organisent via ces médias et qui permettent à un petit monde de s'organiser pour tenir le crachoir, tenir la parole et empêcher toute parole discordante, dissidente. Et vous pouvez être un dissident de plateau pendant quelques années pour avoir aussi une parole un peu à côté, mais ça fonctionnera juste un temps. Et puis après, on voit toutes les faiblesses de ce système dans la récurrence des invités, dans les tabous qui ne sont jamais vraiment abordés. Union européenne, pédocriminalité, enfin il y a beaucoup de thèmes qui ne sont pas abordés en plateau, faut pas, c'est la bien-pensance, la bienséance ne le voudrait pas. Et derrière, vous avez quand même 10 millions de Français qui sont téléspectateurs des journaux télévisés de TF1 et de France 2 chaque soir et qui pensent s'informer par ce biais-là. Alors, ils s'informent de manière très superficielle. Parce que jamais, dans ces 20 heures, on va essayer d'expliquer fondamentalement pourquoi on a une réforme des retraites aujourd'hui. Et pourquoi c'est pas une réforme à points, mais maintenant c'est une réforme avec le recul de l'âge de la retraite, ce que ne disait pas Macron. Et pourquoi cette précipitation à un moment où nous entrons en récession? Enfin bref, non, on va juste dire, il faut la faire parce que le système ne sera plus à l'équilibre. Mais enfin, on est assis sur un tas de dettes à 8 milliards d'euros, 8 000 milliards d'euros quasiment. On parle là de 50 milliards de dettes pour le système des retraites. Enfin, pourquoi l'urgence? Jamais on pose les bonnes questions. Mais comme on a vu avec l'épisode Covid également, comment toutes les questions étaient évacuées très rapidement, puisque c'est la science. Là, c'est plus la science, c'est l'info. Alors, on n'est pas encore dans le ministère de la vérité. On voit qu'il y a des tentatives de construire cette labellisation du média bien, du média méchant, et on voit qu'il y a ces états généraux de la presse qui arrivent. On voit qu'il y a bien sûr la censure d'RT France, arme de guerre, selon Libération, que certains journalistes ont bien du mal également à faire un travail de journalisme, puisque derrière, c'est de la propagande. Je veux rappeler tout simplement le déjeuner à l'Élysée avec le président de la République et les éditorialistes des grands médias qui étaient autour de la table. Déjeuner dont il ne faut pas parler parce que, oui, ils prenaient les éléments de langage. Et ils avaient beau dire, non, on n'a pas pris, c'est normal, ça se fait tout le temps, sous la 5e, c'est normal. Non, ça c'est pas... Alors, ça se fait sous la 5e, c'est pas pour ça que c'est une bonne pratique. Pardon. Et le problème, c'est que Emmanuel Macron, au pouvoir, c'est jamais de conférence de presse. Quasiment jamais. Premier quinquennat, il a dû en faire 3 ou 4. C'est tout. Si vous regardez les autres démocraties, le Premier ministre britannique, c'est
toutes les semaines. Le président américain, c'était quasiment tous les jours. Vous avez quand même un pouvoir des médias très différent du média de cour français, où il y a vraiment une culture du média de cour. Et c'est une pratique. C'est pas pour ça que c'est une bonne pratique. Alors, tous les éditorialistes se sont défendus en disant c'est normal. Mais alors, dites que vous avez déjeuné avec Emmanuel Macron. Quand vous dites qu'il ne faudrait surtout pas que l'irresponsabilité l'emporte lors des manifestations, dites que c'est Macron qui vous l'a dit. Où est la gêne à ce moment-là? Ah non, c'est du off. Vous savez, c'est du off. Mais c'est pas du off, il vous invite à déjeuner. Vous êtes journaliste. Enfin, je veux bien qu'il y ait du off, mais à un moment, les Français ont le droit de savoir. Et que de l'autre côté, on a un discours sur la fin de l'abondance et où les Français, eux, se retrouvent devant un caddie qui explose, une inflation qui fait que, oui, pour eux, la fin de l'abondance, elle est de toute façon forcée et financière. Et là, vous avez des gens qui passent leur temps à déjeuner, à dîner et à se congratuler et à expliquer ensuite aux Français qu'il faut travailler jusqu'à 64 ans, que c'est comme ça et qu'il n'y a pas d'autre solution. Le pire, c'est qu'ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils font au monde médiatique. C'est-à-dire que pour eux, c'est normal qu'un journaliste ait un très bon rapport avec le pouvoir. Non, vous avez... moi, j'ai travaillé avec les anglo-saxons pendant quelques années. Un journaliste anglais, jamais il accepterait de déjeuner avec le Premier ministre britannique pour prendre des éléments de langage. Jamais. Et même, il le dénoncerait. Il dirait Monsieur Rishi Sunak a essayé de m'acheter à coup de vin blanc et d'huîtres. Non, en France, c'est normal. Le problème, il est là. Alors, ça décrédibilise encore davantage le monde médiatique. Ça fait que cette bourgeoisie médiatique ne voit pas le problème, puisque eux ont cette position de pouvoir et font partie, en fait, du système, ce système politico-médiatique. Mais la plupart des Français qui essayent de s'informer et qui se rendent compte de ça se détournent encore davantage des grands médias, se rendant compte que derrière, il y a une fabrique du récit, une fabrique du consentement. Elle est évidente, c'est pas nouveau. Vous aviez les chiens de garde, les nouveaux chiens de garde. Vous avez quand même beaucoup d'historique par rapport à ça, sauf que là, on le vit d'une manière assez violente, assez inédite dans l'impression d'être au-dessus, finalement, des lois et de pouvoir faire absolument tout ce qu'on veut.